Merci beaucoup. Merci beaucoup. Heureusement, je n'ai pas à présenter de véritables conclusions puisque je suis là comme président de la séance de clôture. Bien content parce que conclure un colloque d'une telle densité, c'est évidemment un défi bien trop téméraire pour moi. Donc, première chose peut-être avant de commencer un peu plus au fond des choses, commencer à remercier Monsieur Lannoy et son équipe pour l'assistance technique qui nous a permis d'être à la fois en France, en Angleterre, au Brésil, au Portugal, en Argentine et sur tous les continents et dans tous les pays qui nous suivent. Merci beaucoup à lui d'avoir rendu ça possible. Et également, je souhaite remercier Mesdames Lucille Rosé, Laura Iberni, Lucille Burguet et Gretel Ortega pour leur gros travail de traduction. Je sais que ça a été très difficile, mais elles ont assuré ces 2 jours et vraiment un grand merci à elles. Il fallait que nous les citions et que nous leur rendions hommage ici. Donc effectivement, comment clôturer des débats et une réflexion aussi riche? Je crois encore une fois que je ne m'y risquerai pas. À peine peut-être soulignerai-je 2 points. Le premier, qui est sans doute le plus essentiel, c'est effectivement de rappeler combien l'enjeu de l'effectivité et donc celui des indicateurs juridiques du droit de l'environnement est absolument crucial. Sans doute faut-il revoir un certain nombre de textes, sans doute faut-il en adopter de nouveaux, mais la vérité, c'est qu'il faut déjà appliquer ce qu'on a. L'idée, c'est que quand même, il y a une matrice de droit de l'environnement qui ne demande, entre guillemets, qu'à être appliquée et qui nécessite véritablement qu'on s'y penche précisément, et on s'aperçoit que au niveau des cours nationales, Conseil d'État, cour de Karlsruhe en Allemagne, tribunal ou cour constitutionnelle dans d'autres pays européens, aux Pays-Bas et ailleurs, il y a une prise de conscience progressive de ce qu'effectivement, si on commençait à appliquer véritablement le droit de l'environnement, certaines choses pourraient progresser, certaines choses pourraient peut-être changer. Donc effectivement, grâce à vous tous, sous la houlette du professeur Michel Prieur, grâce à tous les orateurs, nous avons pu ouvrir le champ des possibles. Pour certains, il ne s'agissait pas d'une ouverture, mais de la continuation d'un travail déjà débuté depuis plusieurs années et qui nous a montré finalement que le champ de réflexion et le champ de recherche étaient d'une profondeur insondable, puisque ça mêle évidemment du droit, mais également de la sociologie, de la géographie, des mathématiques. Et finalement, on s'aperçoit que nous, les juristes, nous sommes qu'un petit élément dans cet écosystème général de la recherche. Le deuxième point, qui a aussi son importance, mais j'irai vite sur ce point, me permet de souligner combien j'ai personnellement été très heureux de travailler avec certains de mes collègues que je connais déjà bien, Michel Prieur, Agnès Michelot, Michel Durousseau, Jérôme Fromageau, mais également vraiment un grand bonheur pour moi de découvrir des collègues aussi brillants que sympathiques. Je pense évidemment ici au professeur Voigt, à Ayman Cherkaoui ou encore à Émilie Gaillard. Donc, encore une fois que président de cette session de clôture, il m'appartient d'introduire les éminents collègues qui vont véritablement, eux, conclure bien mieux que moi et ouvrir largement nos réflexions encore. Le premier d'entre eux n'est autre que le professeur Niklas Robinson. Faut-il présenter le professeur Niklas Robinson? Sans doute que non, mais je dois le faire quand même, puisque c'est dans le cahier des charges d'un président de session. Niklas Robinson est l'un des grands spécialistes, l'un des tout grands spécialistes du droit
international de l'environnement. Il est professeur à l'université, professeur émérite à l'université de la Pacelow University et notamment ancien président de la Commission mondiale pour le droit de l'environnement de l'UICN. Et je lui passe immédiatement la parole s'il est avec nous. Mr. Robinson, the floor is yours. Well, thank you very much. It's a great pleasure to be with you today, and I want to echo all the praise and thanks to my friend and colleague Michel Prieur. His leadership in emphasizing the importance of indicators was very influential last September at the World Conservation Congress of the International Union for the Conservation of Nature. He made a very strong intervention in that Congress with the motions that he presented, and his work has just been so important for all of us. I also thank the interpreters for the translation provided throughout this fine symposium. In closing remarks, let me open a window to another set of indicators, those of the United Nations Sustainable Development Goals. As you know, there are 17 Sustainable Development Goals adopted in 2015. At the same time they were negotiated, the delegates to the working group at the United Nations, made up of all states, produced over 100 indicators that were going to be used to measure the observance and implementation of the SDGs. This was an extraordinary step because it then, in effect, emphasized that without indicators, we won't know whether we're attaining the SDGs. And the UN General Assembly established 2030 as the deadline for the attainment of the goals. We're halfway there now, and the United Nations office that measures these indicators, the UN Statistical Office, has made it fairly clear in its reports that we are not going to succeed to achieve the Sustainable Development Goals in 2030. What this tells us about the importance of indicators is that there is a consensus in the General Assembly that you need indicators, and there's also an infrastructure, an administrative body to do the measuring. And it's not good enough for us to have indicators if we don't have a statistical process for identifying what data must be obtained to measure against the indicator, and then to assemble that data and to communicate that data openly and publicly. So indicators, to be effective, require an administrative system. And we can point to the UN Sustainable Development Goals as the evidence of that fact. States need to do a better job nationally at implementing these. The SDGs are also a holistic framework. They were meant to cover all aspects of social, economic, and ecological sustainability. And this approach means that the statistics that are good for one SDG are intended to support other SDGs. We've had a very strong foundation for the SDGs in the 1992 adoption of Agenda 21, the outcome of the United Nations World Summit on Environment and Development in Rio de Janeiro. And although we've made great progress in implementing Agenda 21, one of the indicators that was not adopted in 1992 was the indicator on the cost of implementation. If you go back to the travaux préparatoires for the Agenda 21, you will see that the
every chapter had estimated how much it would cost to properly implement that chapter. But the states did not wish to be held accountable for an estimate of finance, and so they stripped this from the final text of Agenda 21. And that teaches us another lesson about indicators, because the states really don't want to be held accountable for the shortcomings in their promises. And the indicators measure both the success and the shortcomings. While the SDGs were intended, therefore, to be holistic and fully integrated, if we look at the Sustainable Development Goal number 13, which is the goal for climate change and in support of the Paris Agreement and the 1992 UN Framework Convention on Climate Change, we see that the governments defer to the Paris Agreement. So all the discussions we've had in this fine symposium about climate change are completely relevant to the implementation of SDG 13 on climate. There are at least 4 different shortcomings in the process of the SDGs, which, since indicators are central to measuring those shortcomings, we should pay attention to. First, as I've said, goal number 13 expressly reserved the action and the measurement on climate disruption to the Conference of the Parties of the 1992 Climate Agreement and the Paris Agreement. So action on SDG 13 was seen to be outside the realm of the other SDGs. And national governments have failed to coalesce around these measuring tools. In fact, if we have to create an entire new system of measurement for SDG 13, rather than use the UN Statistical Office or an existing authority for data analysis, we are then negotiating a whole another layer of implementation. This takes a long time, and we don't have the time. Secondly, the pathways to decarbonization of energy systems, as I say, need to be done rather rapidly. And as climate change escalates, the impacts escalate, they undermine the other SDGs. So all the SDGs are intended to be interdependent and integrated. And we have, for instance, the SDGs on 15 and 16 expressly on the environment. And I agree with the last panel that if we have good indicators, we may be able to push compliance and observation and enforcement of the natural science environmental SDGs more rapidly. The whole question also of implementing the SDGs has been disrupted by COVID-19 and the current pandemic. So if the SDGs give us a guide for what the World Bank calls building back better, rebuilding in a better way, we should use the indicators and enlist the bank and other international multilateral agencies in supporting a wider use of SDGs to show what must be done to reach the 2030 deadline for the Sustainable Development Goals. The failure to do this obviously has big consequences for us. And I just want to quote 2 Secretary Generals of the United Nations. The first, U Thant, who said on the eve of the 1972 Stockholm Conference, as he convened nations for the first time to debate environmental stewardship, he said the following words. I quote him. As we watch the sun go down, evening after evening, through the smog across the poisoned waters of our native earth, we must ask ourselves seriously whether we really wish some future universal historian on another planet
to say this about us. With all their genius and with all their skill, they ran out of foresight and air and water and food and ideas. Or they might say, they went on playing politics until the world collapsed around them. What we developed in 1972 at Stockholm was the beginnings of what we've now reviewed as the SDGs and our indicators. But we have not succeeded. Our steps were necessary, but not sufficient. And this very year, Antonio Guterres, the current Secretary General of the United Nations, said the following. I quote him, "Humanity is waging a war on nature. This is senseless and suicidal. The consequences of our recklessness are already apparent in human suffering, towering economic losses, and accelerating erosion of life on Earth." We haven't really changed the equation very much between 1972 and 1992, but we now know how to change it. And we have the measuring tools to measure our change. And there should be a feedback loop, a way to take that set of indicators and measurements to induce the political action and the legal action, which we have failed to take effectively until now. And the one other set of indicators I would refer to that can help propel us in this direction, to advance us in this direction, are those from human rights. The human rights field has had to develop indicators on how to observe human rights, how to be sure there is non-regression in the human rights that we universally recognize, how to measure our improvement in attaining human rights more universally. And the environmental indicators now will have a new force of support from the human rights community. The Human Rights Council in October of this year adopted Resolution 48/13 to recognize the human right to a healthy environment. This has now been sent to the United Nations General Assembly, where it will be debated and I trust adopted in the autumn of next year in 2022. So we can invoke the human right to the environment as a fundamental norm, a ground norm, a basic foundation for all the objectives of environmental law, and in particular, a duty to measure, a duty to follow the indicators, and a duty to not regress, a duty to implement and advance. So human rights indicators will come, I hope, to be allies in the environmental indicators, and we will merge these themes together in the coming year. Maybe if we do that, we will have a chance to implement the Sustainable Development Goals, but certainly the role of indicators will become an important component in that quest. So I thank you all very much for the privilege of a few closing remarks and bringing these thoughts into the debate, and I pass the floor back to the chair. Thank you very much. Merci beaucoup, professeur Robinson. D'un président de la Commission mondiale pour l'environnement de l'IUCN à une autre, peut-être. Christina, est-ce que vous souhaitez dire quelques mots? Thank you, Raphael. Yes, I was preparing. I expected to be the very last speaker, but I'm happy to speak in a second. But before I say a couple of wrapping up words,
I would really like to give the floor to someone who couldn't be here, but has been listening to us and helping in the back all the time. And that's WCL Deputy Chair Ayman Shekawi. He is online. I'd like to give him briefly the floor to give some final address to us. Ayman, you're there. You have the floor. Thank you very much, Christine. Thank you. Well, indeed, en effet, j'étais subjugué par les échanges et les débats. J'ai beaucoup appris. C'était pour moi encore une fois particulièrement appréciable. En plus d'être instructif, que ce soit sur le plan du contenu, mais également sur le plan humain, je ne peux que me faire écho de l'appréciation que Monsieur le Président de séance, de cette séance de conclusion, professeur Raphaël Brett a partagé, parce qu'effectivement, ça a été une collaboration particulièrement positive, et on espère qu'il y aura, on s'engage, je pense, je parle bien sûr sous le contrôle de Christina, qu'il y aura beaucoup d'autres opportunités de renouveler et d'approfondir cette collaboration. Donc très brièvement, on a beaucoup parlé d'indicateurs, et si vous me permettez, c'est probablement un blasphème que dans le cadre c'est un blasphème que dans le cadre d'un événement de nature académique, mais je vais me permettre de quelque peu tricher en parlant de ces indicateurs. Mais dans la mesure où je vais tricher, c'est que en fait, je vais parler d'indicateurs qui à la fin de ce colloque. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons parlé d'indicateurs tout au long de ces 2 jours, mais en soi, quels seraient des indicateurs qui permettent d'évaluer le succès du colloque que nous sommes en train de conclure. Et certains de ces indicateurs peuvent être des indicateurs de nature quantitative. Combien de personnes ont pu échanger, participer, intervenir d'une manière ou d'une autre, que ce soit en ligne ou de manière physique. Et à ce cadre, je sais que plusieurs centaines de personnes ont pu se connecter en ligne. Ça peut être aussi des indicateurs de nature plus qualitative. Et là, je pense qu'il y a très clairement convergence et unanimité, comme ça a été indiqué un instant par d'émérite professeur Nicholas Robinson, de la profondeur et de la qualité des échanges, mais aussi ça a été un élément constant tout au long de ces deux jours. Donc je dis que je triche parce que ce n'est pas une bonne pratique que de définir des indicateurs au moment de l'évaluation. Il s'agit plutôt de les définir un peu plus en amont. Mais c'est ce côté facétieux, je l'assume, parce que en ce qui me concerne, je suis tout à fait épaté par ces 2 jours, et je pense que beaucoup d'échanges, de collaboration, de cross-fertilisation, d'apprentissage mutuel ont pu avoir lieu, et je ne peux qu'être enthousiaste sur l'approfondissement de ces pistes qui va avoir lieu dans les prochains mois et années à venir. Merci beaucoup à tous, merci à l'ensemble des acteurs qui ont participé d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le côté technique, que ce côté d'appui technique, les traducteurs, les interprètes et tout ça, et bien sûr les participants et les intervenants et les différents présidents de séance et les co-organisateurs et nous autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ayman. Professor Voigt, if you want. Did you hear me? Okay, trying again. Thank you so much, Raphael. Thank you also so much, Ayman, for your kind words and for being there all the time. I would also like to add some closing comments, because I think we've had 2 very, very rich days, very wonderful discussions. And I think what made them so wonderful and inspiring was that they were really focused. We had 2 days of discussions that focused on that topic of effectiveness of environmental law through the use of indicators. So it was focused discussions, but from different perspectives. So we brought in very different angles and different perspectives to look at one particular issue. A little bit like a prism that we used. And I would just like to recap some of the different perspectives that I noted down. One type of perspectives was that we looked at it from a dogmatic conceptual perspective based on the groundbreaking work of Professor Michel Clerc and other
intellectual leaders, but we also looked at it from a practical application. Here in particular, I remember or comment the words by Justice Antonio Benjamin. What does it mean when judges apply the law? So we had dogmatic and practical, but we also had the focus from a principled perspective and from a rule perspective. That's another set of perspective. And here I just want to add one element to the discussion of principles that we haven't really talked about. We talked a lot about the principle of non-regression, non-backsliding, that is very dominant and very important in your work, Professor Prieur. And I remember when we negotiated the Paris Agreement, where parties have to put forward nationally determined contributions every 5 years, there was this idea of putting that in principle of non-regression there, that they would not be able to go backwards. But it wasn't enough. It was not enough. It wasn't enough not go backwards, but they had to improve every 5 years. And this is where the idea of progression came in. And it's a, complement to non-regression. At the very least, you should not go backwards. That is the minimum we can do. But we have to do much more and enhance the level of ambition and a level of protection every time laws are reviewed and revised. I think that's very important. So we had this focus on principles and on rules. What else did we look? We looked from different areas of law: climate change, biodiversity, trade law, investment law, human rights law. And from all these different angles, we looked at the issue of indicators. What else? We looked from international law and national law, and just across those two areas of law and the role of indicators in these different levels of law, and also regional law as well, on EU law. We looked from a legal perspective and other perspective. You mentioned already mathematics and engineering. We had all different angles. But it was very important to widen our horizon out of the legal box to recognize that it is much more important to think about it from different angles than just to stay with our legal vocation. We looked from the global north and the global south, important comparisons of how it's being implemented, as this last panel just showed us the challenges in particular in the global south that we're facing by implementing effectively environmental law. We looked from the perspective of early careers versus not so early careers, comparing different perspectives depending on where we are in our legal careers. And we looked at from the perspective of formal discussions and informal discussions over coffees, and even less formal discussions over dinners, which also is different ways of looking at the same topic from different angles. And finally, we looked at it from the perspective as Earthlings via Martians, and drew in the outer space as well in how we look at legal indicators. I think all these different elements, these different perspectives really enriched our conversation. But by the end of the day, they were always focused on the effectiveness of environmental law. And these were extremely important exchanges and discussions. We started out with Professor Prieur asking the fundamental question: is environmental law effective? This is what informed us. And Raphael, you just made this comment that this is something we need to ask us again and again and again, because it will be the defining question of this decade. And, well, it better is, really. It better is effective, because it is a crucial tool, crucial lever in bringing about transformative change that is necessary for the people, for the planet, for nature, for those that are young today, and for those that are not even born yet. I think everyone, the presenters, chairs, colleagues, friends, the participants here in the room, which are now very few, and online, much more, for holding out for 2 full days. It's been tough. It's been long, but I think it's been very, very worthwhile.
And again, I would like to thank our collaborators, the French Society of Environmental Law, the International Center for Comparative Environmental Law, the Normandy Chair for Peace, Emily, and her students from Strasbourg, students from Nice, the French Committee of the IUCN, and of course our hosts here at the University of Paris-Saclay and so, and the PhD students who checked always if we were healthy enough to enter these rooms, and the technicians, of course, and the interpreters for allowing us to have such a wonderful, smooth event, which we will all remember for a long time and which we will build on. Thank you so much, Evie. Monsieur Jérôme Fromageau, président de la Société française pour le droit de l'environnement, partenaire, donc co-organisateur de cet événement. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Je disais que c'est avec beaucoup d'émotion que je suis amené à apporter quelques propos conclusifs. D'abord en faisant un constat qui a été rappelé à l'instant d'ailleurs par donc notre collègue, à savoir que depuis 1972, au fond, et compte tenu de la gravité de la situation, alors que les connaissances scientifiques sont autrement plus performantes aujourd'hui, ainsi que les moyens techniques, finalement, on a un peu l'impression que malheureusement on tourne en rond. Et ces deux journées, évidemment, feront date, j'en suis sûr. D'abord parce que sur le plan de la méthode, je crois que nous avons eu l'occasion d'une certaine manière d'innover. Alors sur le plan de la démarche comparative, le droit de l'environnement évidemment s'y prête à bien des égards, d'autant qu'à bien des égards les frontières politiques, les frontières administratives n'ont pas vraiment de sens, et c'est cette démarche comparative qui est la raison même de l'existence du CIDCE, dont il faut saluer ici évidemment les travaux menés sous la direction du professeur Michel Prieur. Alors il y a la démarche comparative bien sûr, et puis c'est très frappant aussi. Il y a nécessairement pour le sujet qui nous a mobilisés la démarche pluridisciplinaire. Comment faire? D'abord, je dirais comment enseigner le droit de l'environnement, comment faire du droit de l'environnement sans interpeller nos collègues écologistes bien sûr, nos collègues forestiers, nos collègues chimistes, et puis alors plus étrangement, en tout cas moi ça m'a étonné quand j'ai pris connaissance au départ de cette étude, donc nos collègues mathématiciens. Il faut bien le dire que pour moi ça a été quand même une grande surprise, et comme il l'a rappelé d'ailleurs hier matin, Christophe Bastin, il nous a dit que il était essentiel je le cite, de s'apprendre mutuellement. Le monde, autrement dit des juristes, doit s'ouvrir à d'autres disciplines. Et je pense que nous avons cette chance, nous qui nous intéressons au droit de l'environnement, par nécessité, en fin de compte, de nous intéresser aux autres disciplines. Alors c'est vrai que c'est pas facile, penser que l'on puisse mesurer mathématiquement le droit, c'est sûr que ça a quelque chose d'inquiétant. En tout cas, encore une fois, pour un historien du droit, c'est difficile à admettre, et il y a là pour nous un obstacle intellectuel à surmonter, mais qui est nécessaire, puisque la mesure de l'effectivité, eh bien, c'est un travail d'équipe, un pilier incontournable pour faire en sorte que le droit, d'abord,
ne commence pas à régresser. À l'époque, au moment même où on nous parle de simplifier le droit de l'environnement, ce qui pose quand même un problème, parce que qui dit simplification, je simplifie, si j'ose dire, dit régression du droit de l'environnement. Alors pluridisciplinarité, et démarche pluridisciplinaire au sein même d'ailleurs des facultés de droit, c'est clair, entre la capacité à fédérer des privatistes, des publicistes, éventuellement des historiens du droit, c'est déjà quelque chose de tout à fait remarquable. Comment dirais-je, initier des nouvelles méthodes pédagogiques en associant plusieurs masters pour proposer aux générations montantes de participer déjà à la recherche de manière très très active avec le master droit de l'environnement, des territoires et des risques, le master juriste des risques et du développement durable de Nice, si j'ai bien compris, les quelques étudiants de Sciences Po de Rennes. Bref, c'est une méthodologie tout à fait innovante, bien sûr. C'est très intéressant. Ces travaux donc sont réalisés dans le cadre de ces formations et qui confirment le bien fondé, justement, grâce à ces travaux-là, des indicateurs juridiques, tout comme bien sûr des exemples qui ont été présentés sur les aires protégées d'une part et la mise en œuvre, on vient d'en parler, de l'ODD 14 d'autre part. Exemple remarquable avec quelques adaptations de questionnaires types, et je l'ai dit tout à l'heure, qui me paraissent finalement tout à fait utilisables, aussi bien, on l'a vu en Argentine qu'au Brésil, qu'en Tunisie, qu'en Turquie, ou au Portugal. Et malgré un contexte, c'est une collègue qui l'a rappelé tout à l'heure, faut pas l'oublier, pour réaliser ce travail, un contexte difficile, le contexte de la pandémie, auquel on est évidemment soumis, et qui fait que contexte qui fait qu'aujourd'hui dans cette salle nous sommes évidemment peu nombreux. On regrette la présence d'un très grand nombre de nos collègues qui ont été obligés de renoncer évidemment à leur mission. Et on regrette tout particulièrement la présence d'Eman, qui est une cheville ouvrière de ces deux journées. Alors, au-delà de ces remarques de comment dirais-je, de méthodologie au fond, je crois que ce qu'on peut tirer de ces 2 jours, c'est le fait qu'on se trouve confronté, banalité, il faut le rappeler, à des défis considérables, pour les juristes en particulier. Mais ces défis, ils méritent d'être surmontés, parce que si on ne les surmonte pas, on va vraisemblablement se trouver dans des situations tout à fait dramatiques. Et précisément, donc, les indicateurs, ils servent à éclairer la société sur le fait que si nous croyons être disposés des outils juridiques nécessaires à la protection de la nature, à la lutte contre l'évolution, eh bien, on se fourvoie complètement, parce que la plupart de ces textes ils sont ineffectifs. Et puis ce qu'on note aussi sur le temps long, c'est que finalement plus on avance dans le temps, et plus on multiplie des tests qui viennent se superposer les uns aux autres, à une vitesse qui est tout de même assez incroyable. Et donc les indicateurs vont servir à savoir d'abord ce qu'est véritablement l'environnement, et à prendre conscience de cette obsolescence finalement du droit, de son efficacité au bout du compte. Et sur le fond, eh bien, il s'agit justement de faire en sorte que le droit soit effectif dans un premier temps, pour être efficace dans un second temps, pour répondre aux menaces environnementales. Alors, évidemment, il faut tenir compte précisément du temps de l'effectivité du droit, non-régression, même si
des adaptations sont nécessaires. Les textes adoptés il y a une vingtaine d'années, ça a été dit plusieurs fois, dans plusieurs pays, même en droit international, eh bien, ne sont plus adaptés au risque justement de profiter de cette situation pour simplifier le droit, qui est confronté, c'est vrai, à la complexité des structures, complexité des structures administratives, on l'a encore bien saisi aujourd'hui, complexité de la gouvernance, au point qu'on s'est posé la question pour quelles raisons jusqu'à maintenant les gouvernements n'ont pas envisagé de mettre en place des indicateurs juridiques. Ça a été dit plusieurs fois, hein. Sans doute parce que finalement, eh bien, le professeur Robinson l'a dit à l'instant, les gouvernements ont peur de savoir que le droit de l'environnement il n'est pas appliqué. Enfin, je pense qu'ils n'ont surtout pas envie que l'on sache qu'il n'est pas appliqué. Les États ne veulent pas avoir de compte à rendre, sans compter évidemment les États autoritaires pour qui, de toutes les façons, c'est clair, l'État n'a pas à rendre de compte. Un point, c'est tout. Donc, dans ces systèmes-là, je doute de la possibilité, enfin, soyez quand même pas trop pessimiste, allez, mais enfin, j'ai quelques doutes sur la possibilité de mettre en œuvre dans l'immédiat les indicateurs juridiques. Complexité aussi, ça c'est très important à mon sens, du fait de l'absence de consensus social. Hein. Il y a des blocages locaux qu'il va falloir évidemment surmonter. La création donc d'indicateurs juridiques en matière d'environnement permettrait de contribuer à un meilleur suivi des politiques publiques, de la gouvernance. Et c'est vrai, encore une fois, que ce qui nous a été dit hier, et surtout dans cette seconde journée, nous permet peut-être d'espérer, malgré tout, grâce au travail remarquable qui est déjà entamé et qu'il va falloir, évidemment, poursuivre. Ça n'aurait pas de sens de s'arrêter à ces 2 journées et puis considérer que les affaires sont réglées. Voilà ce que je voulais souligner. Nous avons, c'est vrai, un droit à l'efficacité du droit de l'environnement pour tenter de redresser précisément de redresser la barre, si l'on peut dire. Ce colloque donc fera date. Ce colloque réalisé dans un temps record, faut bien le dire, hein, puisque finalement nous nous sommes réunis à Marseille et puis ensuite on s'est vu tous les jours grâce. Enfin, là je me laisse aller les temps que je m'arrête. On s'est vu une fois par semaine, on va dire. Hein, et on a eu très peur d'ailleurs que finalement on n'aboutisse pas, mais grâce à vous, Christina, pour vous remercier tout particulièrement, grâce à Eman, qui nous écoute encore, j'espère, grâce à Émilie, à Michel, mon binôme incontournable, grâce à Émilie Gasquin, je ne sais pas si elle est avec nous, mais il faut aussi la remercier, et puis à l'incontournable Raphaël Brett, bien sûr, qui a pris ma succession d'une main de maître à la section Île-de-France de la Société française pour le droit de l'environnement. Alors, sans évidemment, tout ça n'était possible qu'avec le soutien des institutions, à commencer par votre commission donc mondiale, par l'université, ma chère université Paris-Saclay, où j'ai fait mes études et où j'ai enseigné pendant un certain temps. Le CIDCE incontournable, bien sûr, la Commission nationale française de l'UNESCO qui a failli nous accueillir à l'UNESCO, et puis la bienveillance du Plan Bleu et du Comité français de l'IUCN. Et je m'associe évidemment aux remerciements vers les interprètes qui accomplissent un travail tout à fait passionnant qu'il va falloir soutenir sur le long terme aussi, parce que il y a des problèmes qui vont se poser. Mais nous avons besoin, hein, ça a été dit d'ailleurs par une jeune collègue, hein, nous avons besoin d'une véritable réflexion sémantique et terminologique quand nous nous lançons dans des démarches de droit comparé et de mise en œuvre des conventions internationales. Nous avons besoin d'être épaulés
à ce plan-là. Alors, nous avons besoin aussi des techniciens, ça c'est clair. Je parle en connaissance de cause. Et puis, bien sûr, je voudrais remercier quelqu'un qui est déjà parti en vacances depuis hier, que je connais depuis fort longtemps, parce que ça a été une de mes collaboratrices quand j'étais ici doyen, Christine Ray, qui est chargée des colloques et des journées d'études à la faculté Jean Monnet. Voilà, merci à tout le monde. Bon retour, bon vent, puisque je parlais de bar tout à l'heure, un terme nautique qui ne devrait pas déplaire à Michel Cueilleur, le grand marin dans l'éternel. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures et pour une publication, bien sûr, de ces 2 jours. Donc, au travail. Merci.